Bonjour Pierre Rougeron. Bonjour. Et merci à nos auditeurs de nous suivre pour cet entretien de février 2016. Comme d'habitude, nous commençons par l'actualité de votre association, le Cercle Aristote. Alors, le Cercle Aristote va avoir besoin de ses amis, parce que, voilà, suite à un acte crapuleux, nous nous sommes fait dérober notre matériel. Donc, pour pouvoir faire profiter nos amis qui ne peuvent pas être présents lors des conférences du lundi ou nos amis de province, voilà, nous demandons un peu d'aide à ceux qui nous suivent, s'ils veulent se mettre en contact avec moi via l'adresse cerclearistote@gmail.com pour savoir comment nous aider pour que nous puissions retrouver assez rapidement du matériel. Bon, c'est le quotidien dans l'insécurité française d'aujourd'hui. Nouvelle plus positive, le club Gutenberg de Strasbourg ouvre donc au mois de mars, dans la toute première semaine de mars. Donc c'est mon camarade Romain Bessonnet qui fera la première conférence sur l'Ukraine. Ceux qui veulent se mettre en rapport avec le club Gutenberg peuvent m'écrire également à cerclearistote@gmail.com. Et ça vaut également pour nos amis du Cercle Polythéia de Bordeaux, là qui prépare sa deuxième conférence. Le Cercle Richelieu de Lyon, là, va ouvrir, là, le premier invité est déjà choisi, donc la date va tomber incessamment. Et bien sûr, il y a aussi nos camarades qui sont joignables par Facebook de l'Université réelle. Là, nous sommes donc dans le dernier mois de notre numéro sur le libéralisme astre mort. Je tiens tout de suite à prévenir nos amis que par rapport à l'augmentation de la pagination de Perspectives Libres, par rapport à l'augmentation des coûts d'impression, parce que nous, contrairement d'ailleurs à la quasi-totalité des maisons d'édition dites patriotes, nous faisons imprimer en France. Mais nous avons eu de grandes augmentations de nos coûts d'impression, et il est hors de question que nous ne soyons pas imprimés en France. C'est hors de question, sinon je préfère arrêter la branche libre. Et nous avons également, grâce à l'européanisation, c'est beau l'Europe, hein, Christopher, des frais postaux, nous avons pris sur chaque envoi 2 € en plus. Donc Perspective Libre va un tout petit peu augmenter de prix, va passer de 12 à 15, et l'abonnement passera de 40 à 50. Voilà, j'en suis vraiment désolé, mais sinon, la revue est obligée de s'arrêter alors qu'elle est largement bénéficiaire. Donc, parce que c'est très simple, si chaque numéro nous coûte 5 € et que la poste nous prend 5 €, on fait 2 € par numéro, ce qui est un peu dur pour vivre. Voilà. Donc, il y avait une légère augmentation, et comme ça fait 4 ans que la revue existe et qu'elle est toujours restée au même prix, là nous préférons faire une augmentation, comme ça ça nous met à l'abri pendant des années, je pense. Et voilà, pour que nos amis ne soient pas lésés, nous allons lancer par contre un abonnement ami internet, c'est-à-dire que là la revue sera en PDF, et celui-là, pour compenser ceux qui ne pourraient pas payer, il est à 20 € par mois. Donc je pense que c'est honnête. Et donc voilà, là nous allons sortir, mais nous en reparlerons longuement lors de l'entretien du mois de mars, le numéro sur la Stasis, la guerre civile. Mais
Il ne sort que dans un mois. Voilà. C'était pour le Cercle Aristote, c'est ça. Nous préparons 2 ouvrages, mais là encore, nous aurons l'occasion d'en reparler. Un d'un homme qui est un grand essayiste politique, élu local et haut fonctionnaire, Roland Hureau, et un nouveau, Norman Palma, qui je pense fera beaucoup parler de lui parce que ce sera un ouvrage très dérangeant sur bien des points. Voilà. Mais attendez, vous n'avez pas entendu ce hurlement de loup-garou en plein milieu de la nuit à Paris? Ouais! C'était Jean-Vincent Placé. Là, ouais, il s'est enfin placé. C'est toute la, vous savez, on l'a entendu dans tout Paris. C'est, paraîtrait même que des avions survolant la France auraient été perturbés par. Mais là, ceci est pour l'instant non vérifié. Donc, en réalité, Hollande nous fait preuve d'une seule chose. Du seul type d'intelligence, mais là par contre réelle qu'il a, qui est l'intelligence manipulatoire. Pourquoi? Il fait entrer, je ne vais pas vous revenir sur les grandes divisions de l'écologisme français, écologie, sarcasme, incompétence et carriérisme. Là vous avez les 3. Mais surtout, il coupe net le début d'alliance entre les Verts et Mélenchon. Il se positionne comme le candidat unique de la gauche. Cas typique, Mitterrand 65. Et il isole Mélenchon, vu que Laurent et l'ancien PC, quand on voit que cette chose s'est appelée un jour Parti communiste français, alors que c'est aujourd'hui un vilain parti gauchiste punk à chien, et encore, mieux vaut qu'ils gardent leurs animaux, ça nous fera toujours un interlocuteur intelligent. Le chien, bien sûr. Mais il isole Mélenchon pour le forcer à ne pas y aller. Pourquoi? C'est très simple. Hollande sait que face à Le Pen, il sera réélu. C'est le seul cas où il peut être réélu. Donc il a besoin de passer la barrière du premier tour en espérant une droite en lambeaux après les primaires. Donc, il fait monter les enchères de nos amis écolos qui de toute façon ne sont que des si vous voulez, c'est pas parce que ça a la main verte que c'est pas parce que ça a la main verte que ça fait moins le tapin. Et donc c'est une passe écologiste. C'est déjà ça. Et le Mélenchon est isolé. À l'intérieur du parti de gauche, il est cornaqué par le sous-gauchiste qui est M. Corbière, l'inénarrable Corbière. Et Hollande réussit à s'entendre avec Valls, c'est-à-dire il repousse Taubira qui va avoir, ne vous inquiétez pas, un poste, mais alors sur mesure, parce que Hollande est terrorisé par un deuxième scénario de 2002, c'est-à-dire que Taubira se présente, rafle 60% de ses voix dans les dom-toms, fait moins de 2%, envoie Jospin dans le décor. Lui, il achètera Taubira parce que vous inquiétez pas, Taubira, c'est... N'oubliez jamais que malheureusement une partie de nos territoires d'outre-mer sont victimes du clientélisme à la fois du Parti socialiste, de certaines officines qui se disent sociétés de pensée mais qui ne sont et sociétés de pensée que de nom. Et Taubira, c'est ça, dans son horreur. Il écarte Taubira pour faire plaisir à Valls. Valls a l'une de ses créatures, le sinistre Urvoas, qui est déjà là. Tout va bien. Ça permet à Hollande de reprendre son homme de confiance, Hérault. Ils sont très liés tous les deux, très amis. Ségolène Royal sait à quel point ils ont été amis. Ceux qui voudront rechercher trouveront. Mais et il le met évidemment au Quai d'Orsay, ce qui est terrible parce que c'est tellement hors des capacités du personnage qui, mis à part sucer la roue des Boches, et sera incapable de faire autre chose. Je vous rappelle c'est un sous-prof d'allemand, c'est comme Bruno Le Maire. Pétain avait un surnom pour les gens comme ça, sous l'exemple de l'écrivain collaborationniste Abel Bonnard, il l'avait appelé
Gestapet, je crois. Or, donc si vous voulez, si vous voulez, à la rigueur, Fabius était une catastrophe. Mais Héros ajoute la farce à la tragédie, si vous voulez, dans la décadence de la politique extérieure française. Et surtout, les équipes qui ont pourri le Quai d'Orsay sont toujours là. Donc elles feront leur œuvre. Et à la rigueur, Fabius, s'il avait été mieux attentionné, ce qui n'est, aurait pu leur tenir tête, parce que Fabius a tous les défauts. Et Dieu sait que cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. Mais Fabius est un intellectuel de rang supérieur. Toute personne qui a été en face de lui le sait. Héros, il est déjà en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes. Donc, il est largement en surcapacité. Mais Hollande a pu le prendre dans un poste très loin de Manuel Valls qui peut pas l'encadrer. Donc, mais vous avez eu le retour immédiat de ce remaniement génial par la prestation hors du commun de Mélenchon récemment dans cette émission qui, pour une fois d'ailleurs, valait le coup de ne pas être déprogrammée, qui est On n'est pas couché, je crois. Donc, Léa Salamé et Yann Moix. Voyage au pays du semi-prostitutionnel. Or, le grand... bon, 3/4 si vous voulez, mais le grand problème s'est posé quand Mélenchon s'est mis à faire le grand programme de politique extérieure dont la France a besoin. Alors évidemment, il a félicité Poutine, alors là, vous imaginez ce n'est même pas encore fini au moment où cet entretien est enregistré, mais là, bon, évidemment, les Inrocks n'en peuvent plus, je ne sais plus, on a claqué des doigts pour avoir un droit de l'homiste à tout faire, comme les bonnes du même nom, pour dire que Mélenchon crachait sur le sacrifice des modérés, donc oui, ça c'est les islamistes modérés, mais eux ils pensent qu'il y a des droits de l'homiste qui en réalité veulent combattre Bachar el-Assad pour qu'il y ait enfin une gay pride à Damas. Ces gens-là existent, ils sont 4, ils vivent à Londres. Ils ne risquent pas grand-chose des Mourabarak syriens. C'est le fameux observatoire syrien des droits de l'homme, c'est-à-dire un mec tout seul qui s'auto-certifie comme source viable depuis Londres. Ce qui veut dire au passage que c'est quelqu'un qui a avant tout une bonne vue. Pour pouvoir voir les actions de terrain depuis Londres, faut quand même avoir un œil de lynx. Donc, premièrement, Mélenchon, et en réalité toute personne qui a déjà vu Mélenchon intervenir dans des cénacles plus petits, sait que Mélenchon est un passionné de politique extérieure. Oui, mais c'est un passionné de latinité, c'est un passionné, lui, il s'intéresse réellement à ces dossiers-là. C'est pas un vernis comme la maritimisation de la puissance. Enfin, je vois un politique le dire. Enfin, la puissance par la mer. Voilà, il a marché sur les eaux et pas uniquement sur ceux d'Yann Moix. Ensuite, on me dira, c'est de l'Esbrouf, c'est Mélenchon. Peut-être. Peu importe. Peu importe parce que ce qu'il a dit, quand il dit entre l'euro et la souveraineté, je prends la souveraineté, j'en connais qui sont pas encore là dans le camp national. Donc, 2 tons en dessous. Ensuite, il est évident que sur l'Europe, il faut être plus radical que ça. C'est évident. Le problème, c'est que toutes les parts de l'opinion doivent avancer d'un même pas et doivent avoir des relais. Il y a des gens qui ne nous écouteront jamais, nous souverainistes durs, mais qui écoutent Mélenchon. Et Mélenchon leur donne un discours positif. C'est déjà pas mal. Ensuite, moi, j'ai absolument rien à dire contre. Maritimisation, latinisation de la puissance, bon, ok. Je signale qu'il y a bien des partis où on aimerait voir ces idées-là et pas un vernis eurasiatico, ésotérico, Europe Nouvelle. Donc
Ça, c'était la réponse de Mélenchon qui est acculée, qui peut donc faire tomber tous les masques de sénateurs socialistes qui sont les siens. Alors après, on me dira, sur la question identitaire, il n'a pas bougé. Oui. Oui. Quand je vois ce que certains font de la question identitaire comme fonds de commerce, je préfère encore que lui bouge pas dessus, et car quand je vois l'immobilisme des autres qui le critique, ça ne vaut guère mieux. Quant à la question migratoire, tout est une question de formulation. Mélenchon refusera d'entendre parler de remigration, mais de rendre à l'Afrique ses cerveaux et ses travailleurs, ça passe. Tout est une affaire de formulation. Après, je pense que une campagne se prépare contre lui, parce que comme il n'a pas l'air de vouloir lâcher, et c'est là où notre dernier entretien, c'est là où Tapi va servir, par exemple. Je prends les paris. Tapi ou un autre, ils vont sortir une bonne grande gueule pour frapper Méluche. Et ils le feront d'ailleurs frapper de l'intérieur, et je pense par le brave petit Corbière, qui est le bon gauchiste à tout faire. Ouais, à ras du trottoir. Vous pensez à qui particulièrement? Alors déjà, d'un point de vue d'histoire des idées, quand j'entends quelqu'un me dire que je suis la vraie gauche ou la vraie droite, premièrement, moi ça fait résonner deux cordes en moi. La corde de l'historien des idées et la corde du passionné de psychanalyse, oui, mais surtout de criminologie que j'ai été très très jeune. Parce que ça sent le déficit identitaire à plein nez. Si vous voulez, vouloir être de gauche, vouloir être de droite, c'est comme vouloir être dans le vent. Vouloir être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Et vouloir être de gauche, vouloir être de droite, c'est avant tout une ambition d'hémiplégique. La fameuse hémiplégie intellectuelle et morale dont parlait le grand auteur Ortega y Gasset. Oui, qui est du niveau du journalisme français, j'entends bien. Mais qui d'ailleurs, ça colle très bien au niveau de Laurent Wauquiez. Alors, c'est très simple. Laurent Wauquiez a-t-il déjà critiqué réellement les traités européens? Non. Donc, Monsieur Wauquiez peut dire tout ce qu'il veut sur les burkas, les arabes, les machins, les trucs. Il n'a pas les moyens de rétablir l'ordre en France. Donc, Laurent Wauquiez est un Jean Foutre. Et ça s'arrête là. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ensuite, que l'électeur de droite moyen, qui se définit identitairement à droite et qui cherche la droite éternelle, comme l'autre de l'autre côté cherche la gauche divine, objectivement, si vous voulez, ça c'est pas de l'abus de faiblesse, c'est de l'abus de connerie. C'est pour ça que je n'ai, moi, aucune pitié quand les politicards de second rang, comme ce qu'évoquiez, profitent de la bêtise de ces gens-là. Parce que l'abus de faiblesse, c'est dans le code pénal, l'abus de connerie, non. Voilà. Voilà ce que je pense de Wauquiez, c'est-à-dire rien. 3 fois rien. Ensuite, et je n'ai, ou alors je serais horrifié parce que je n'ai jamais croisé Monsieur Buisson. Mais c'est quelqu'un dont on m'a toujours dit que c'était un homme supérieurement intelligent, et j'ai pas de mal à le croire. J'ai lu les écrits de Philippe de Villiers. Depuis longtemps. C'est un homme extrêmement brillant. Je connais suffisamment bien Éric Zemmour, je pense que mon CV parle pour moi. Ou alors je me suis vraiment trompé sur le compte de ces 3 hommes, car à eux 3, vouloir prendre, parce qu'il n'y avait pas que Monsieur Wauquiez dans ce magazine en question, je crois. Ouais, d'accord. Si vous voulez, 3 hommes de cette qualité-là, choisir des poulains de ce type-là, bah je me serais bien gouré si ça a lieu. Dieu nous en garde.
Ouais. Qui fera d'ailleurs certainement un joli ticket avec Monsieur Juppé. Le, hein, la rentrée. Alors oui, lui c'est l'anti-France, oui. Pourquoi Bruno Le Maire c'est l'anti-France? Je vais vous raconter une anecdote. Et après, je vais voir conceptuellement. Un de mes amis, qui est parlementaire UMP, un jour me dit, vous savez, tu sais Pierre, moi je suis à l'Assemblée depuis 84. T'étais où toi en 84, Pierre? Moi j'étais pas né. Je faisais déjà le tapin. Le personnage, à chaque fois qu'il parle de campagne électorale, dit je fais le tapin. Elle est de lui, hein, l'expression, il se reconnaîtra. Tu sais Pierre, c'est depuis 84 que je fais le tapin. Et il me le répète 3 fois. Ouais, oui, oui. Jacques, je sais que vous faites le tapin depuis 84. Maintenant j'ai compris. Il me dit, bah tu sais Pierre, je fais quand même le tapin depuis 84. Et un mec comme Bruno Le Maire, j'en ai jamais vu. Il ment. Tu lui demandes l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, je crois pas. Et pourtant, Jacques, vous faites le tapin depuis 84. Bah ouais, tu vois, j'allais te le dire. Parenthèse fermée, mais j'ai une grande confiance dans le personnage pour analyser ce genre de gens. Il y a quelque chose. Le maire, premièrement, c'est le cas typique de l'agent allemand. Lui, c'est vraiment l'espion de la Reichschancelière. Vous savez, ce genre de gens à la Edmond Giscard d'Estaing, qui va collaborer en juillet 40. Edmond Giscard d'Estaing. À tel point que les Allemands nouvellement arrivés se sont méfiés de lui, pensaient qu'il voulait les avoir, parce qu'on ne peut pas collaborer aussi vite. Bruno Le Maire, c'est ça. C'est la haine de la France, c'est une saloperie. Si vous voulez, c'est vraiment si vous voulez, c'est vraiment l'agent étranger dans son horreur. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune idée, qui reprend des idées de technocratie de base, en faisant de la division horizontale, en disant c'est tout est de la faute des chômeurs et des RMistes. Tralala, tout ceci est ridicule. Et c'est quelqu'un qui a comme projet pas de cette fameuse fusion franco-allemande, c'est-à-dire de revenir au temps béni du STO. À une certaine époque, je dis ça par rapport à l'histoire de ma famille qui est quand même très marquée par l'histoire de la résistance, à une certaine époque, il y avait un homme qui tenait Radio Paris et qui faisait des duels radiophoniques avec l'un des grands héros de Radio Londres, qui était l'humoriste, celui qui deviendra l'humoriste Pierre Dac, connu pour San Antonio. Pour faire payer aux collabos le sang du Vercors, les résistants ont tué cet homme. Et Bruno Le Maire, c'est ça, c'est ce type de petit animateur de Radio Paris. Malheureusement, les temps ont changé. Il mieux vaut, à la rigueur, faire en sorte que cet homme ne soit plus élu nulle part pour ne pas avoir à utiliser des méthodes qui n'ont plus lieu, bien évidemment. Et si vous voulez, pour moi, c'est aujourd'hui, dans le paysage politique français, l'homme à abattre. Parce que c'est vraiment, lui, il a une haine idéologisée de la France. Il veut la détruire. Il me rappelle Madelin. Madelin est arrivé au ministère de l'Industrie et avait dit « Je suis là pour détruire l'industrie parce qu'il n'y a pas besoin de ministère de l'Industrie ». Le maire, c'est ça. Et je le dis sincèrement, et je le dis à ceux qui sont tentés par l'UMP, faites ce que vous voulez. Mais vous avez déjà donné Giscard. Maintenant, si vous votez pour ce type-là, qui est pire que Hollande, que Valls, que Macron, que tout ce que vous voulez, ce peuple de droite, pour prendre des formules qui veulent rien dire, en répondra dans l'histoire. Ça, c'est clair.
La colère paysanne est un grand signe dans l'histoire de France. Tout peut partir de là. Alors, si vous voulez, faisons à la fois un constat et de la prospective. Au passage, quand monsieur Le Foll dit que les agriculteurs sont mal élevés parce qu'il a une famille et une maison et qu'il a le droit au respect, je lui ferai remarquer que cette profession qui compte le plus grand nombre de suicides, ils ont aussi des familles et des maisons. Et ils ont droit au respect. Et qu'ils n'ont fait que fouler sa pelouse. Est-ce un acte si grave? Ou alors nous en sommes au garde, disposé, au cachot? L'Ancien Régime s'est terminé avec des gens de ce type-là. Faut se méfier. En réalité, la crise de l'élevage, c'est le croisement de deux types de raisons profondes. Premièrement, évidemment, l'eurocratie. Parce que la PAC n'a pas été protégée. La PAC était l'une des seules raisons pour la France de participer à la Confédération européenne quand celle-ci était dans les mains de la France. Nous aurions dû la liquider tout de suite après, d'ailleurs. Nous n'aurions jamais dû laisser l'agriculture tomber, si vous voulez, nous aurions dû la laisser dans un domaine réservé et interétatique strict. Elle a morflé parce qu'elle a pris en pleine figure les évolutions de l'eurocratie. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne détruit une partie de nos élevages de porcs particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle utilise à salaire roumain des Roumains. Les fameux travailleurs détachés. Eurocratie quand tu nous tiens. Nous n'avons pas protégé nos paysans en détruisant les barrières tarifaires et non tarifaires. Alors après on me dira oui mais il y a quand même le système français qui les taxe. Oui camarade. Le problème c'est que sans droit de douane, tu vas les détaxer de combien pour qu'ils puissent affronter des pays où le salaire moyen est à 300 € par mois? Tu vas les détaxer de combien? Eh ouais, le problème il est là. Donc, vous avez déjà ça. Je rappelle que même certaines centrales d'achat, comme Intermarché, ont accepté d'acheter plus cher aux éleveurs français. Qui s'est opposé? C'est il y a quelques heures. La Commission européenne. Au nom de la fameuse vision ordolibérale et germanique de la sacralité de la concurrence. Ok? Bon. Donc, et vous avez un deuxième type de raison qui est les intermédiaires et particulièrement le clan Leclerc, Muliez, etc. Ok. Qui eux prennent des marges indues. Faut le dire. Faut le dire. Quand on en est à 40%, 40 centimes sur 1 euro pour le lait, et que l'éleveur, lui, qui a quand même fait les fourrages, entretenu la terre pour que les vaches puissent y paître, élever les veaux, etc. Lui, sur 1 euro, il touche 33 centimes. Bon. Ok. Alors, question, comment allons-nous nous en sortir? Je pense de deux manières. Premièrement, par la fameuse PAF, c'est vrai, politique agricole française. C'est-à-dire qu'une fois que l'Europe sera liquidée, nous n'aurons pas le choix de financer nous-mêmes la politique agricole, mais c'est pas grave. Je rappelle que la France est déficitaire de plusieurs milliards d'euros par an. Le coût de l'Europe par an, c'est presque un exercice fiscal, un exercice d'impôt sur le revenu. C'est presque 30 milliards qui se barrent. Parce qu'il n'y a pas que le déficit
classique, c'est-à-dire la France donne, reçoit moins qu'elle ne donne. Il y a le carrousel de TVA, l'évasion fiscale que l'Union a fait. C'est hors du commun. Il y a un document qui va bientôt sortir dessus par un de mes amis, dont j'ai eu vent, c'est dantesque. Dantesque. Donc, mais ça ne suffit pas. Il va falloir restructurer les rapports sociaux des filières agricoles, agroalimentaires et d'élevage. Pour ça, je pense qu'il faut faciliter la création de petites et moyennes surfaces par les agriculteurs eux-mêmes, en circuit court. Aussi pour une raison. Les agriculteurs rendent un service hors norme à l'État. Vous voulez faire de l'aménagement du territoire comment sans les paysans? Ensuite, les barrières tarifaires se justifient d'elles-mêmes pour au moins deux raisons. Évidemment, les barrières sanitaires, ou alors nous serons dans le même état de santé que nos amis américains en très peu de temps. Parce qu'à la course aux moins 10 ans en termes de bouffe, ce sont les grosses infrastructures, ce sont les très grosses fermes à l'américaine, c'est-à-dire des choses hors normes, qui gagnent. C'est le génie génétique qui gagne. C'est des animaux qui sont des animaux dopés qui gagnent. Ce sont des conséquences pour la santé humaine hors normes. Premièrement, des barrières, la santé publique. Comme le disait très bien le professeur Bellepomme, c'est son vrai nom, grand cancérologue, il n'y a pas de système mutualiste en termes de santé qui puisse survivre à l'ouverture des frontières. Notre ami Hervé Juvin avait dit ça dans le monde financier, il avait dit, vous savez, un système mutualiste, un système fermé. Pourquoi? Parce que quand on est mutualiste, ceux qui cotisent reçoivent. C'est tout. Bon. Donc, premièrement. Deuxièmement, quelque chose qui monte dans l'opinion française et dont aucun parti politique n'a pris pour l'instant la teneur, l'opposition à la souffrance animale. L'industrialisation conduit à dépecer des animaux vivants. Bon, certes, moi je viens d'une pensée cosmique, païenne, appelez ça comme vous voulez, où on pense à l'animal qui vous nourrit. Et je dois dire que moi je comprends les végans quand je vois ça. Il n'y a aucun problème. Et donc si vous voulez, nous allons devoir prendre en considération cette volonté populaire de faire respecter la souffrance animale. Je suis très opposé même à des amis à moi, comme mon ami Paul-François Paoli, qui dans son dernier livre, très bon d'ailleurs, Quand la gauche agonise, dit oui mais il faut c'est fait pour nuire à la centralité de l'être humain. Moi je n'aime pas l'humanisme parce que je trouve que l'humanisme a abêti encore plus qu'il n'est l'être humain. Parce que regardez ce qu'est devenu l'homme depuis qu'on l'a mis au centre de tout. En termes de dépôt de bilan, ça se pose là. Donc, si vous voulez, et ça, il va falloir en prendre considération. Je vais vous dire pourquoi d'un point de vue de sécurité intérieure. Il y a un très bon ouvrage qui sera certainement sorti au moment de la sortie de cet entretien, d'Éric Dénessé sur l'écoterrorisme. Il faut savoir que la menace de sécurité avec, évidemment, nos amis mal rasés, là je ne parle pas de vous, mon cher Christopher, il y a de plus en plus d'écoterrorisme. Et d'un côté, nous aurons infiniment plus de mal à combattre l'écoterrorisme que l'islamisme, pour une raison qui est très simple. En termes de guerre cognitive, la plus grande force d'un groupe, c'est la légitimité des causes pour lesquelles il se bat. Aujourd'hui, s'attaquer aux souverainistes français est très compliqué. Mais on veut la démocratie. Salopard. Là, ça devient difficile. Bien, c'est la même chose. Vous allez dire quoi à des jeunes, même fut-ils violents,
qui disent nous on fait sauter des laboratoires dans lesquels on torture des animaux pour rien. C'est pas comme aller faire sauter les dents de l'imam salafiste du coin. Hein. Là, à la rigueur, ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, si vous voulez, nous allons devoir prendre cette... moi, je trouve que c'est un sentiment extraordinairement sain de la part de la population de se rendre compte que la vie a une valeur et que la centralité de l'être humain est quelque chose qui doit certainement s'arrêter. Ensuite, c'est un vaste débat, que peut-être nous aurons des questions dans les prochains entretiens là-dessus, mais nous allons devoir, et c'est la meilleure chose qui peut arriver à nos éleveurs, nous allons devoir remettre des barrières tarifaires et non tarifaires, et je pense que nous le ferons sur ces deux grandes questions que sont à la fois la santé et la souffrance animale, et bien sûr la souveraineté alimentaire, mais elle, ça va de soi. Avant de passer à la question suivante, rappelons juste que Bruno Le Maire a été lui aussi ministre de l'Agriculture et qu'il ne savait pas qu'est-ce que représentait un hectare, donc on peut aussi s'interroger sur la légitimité des gens. Je vous rajoute d'ailleurs une toute petite incise. Le personnage ne passe plus les portes depuis des années. Hein, un jour, il avait eu une phrase absolument lamentable, enfin hors du commun, mais véridique. Hein. On l'a tous vérifié, revérifié, il l'a vraiment dit. Mon seul défaut, c'est mon intelligence. Oui. Dominique Jamais, le grand journaliste proche de Nicolas Dupont-Aignan, avait eu cette phrase magnifique, mais méritons-nous, Bruno? C'est vrai. D'ailleurs, je pense que le peuple français ne le mérite pas, que la France ne le mérite pas, et qu'il y a peut-être un pays dans ce monde, loin d'ailleurs, qui le mériterait, et qu'il est grand temps qu'il aille le chercher. Loin. Très loin. Très très loin. Alors, ça nous renseigne sur un point. Il faut que vous compreniez comment sont faites les lois stupides, parce que ça, celle-là, elle atteint des records. Alors, elles sont faites comment? Elles sont faites par des membres de cabinets ministériels qui vont dans les archives de la technocratie, qui prennent de vieux rapports, et qui picorent, et qui font, si vous voulez, un peu comme un pull, comme des vêtements dépareillés, Tiens, il y a un trou dedans, j'y mets du rose. Ah oui, non, mais du rose sur du bleu, c'est pas terrible, mais pourquoi pas. Résultat, vous avez une sorte d'arlequin législatif, avec des bouts de cadavres, de Frankenstein législatif, où vous avez le pire du pire, mais pris dans plusieurs lois. Alors, celle-là, elle est géniale. Alors, elle est, la prochaine étape, c'est Germinal. Deuxièmement, islamisation des boîtes, en loose day, comme disent les voyous, pourquoi pas. C'est-à-dire, et le pire, ça je vous le garantis, ça créera 0 emploi. 0. Parce qu'il est grand temps de comprendre deux choses. Premièrement, alors, je pense que je vais pas revenir sur le modèle allemand, ça on l'a flingué, il n'en reste rien, et comme dirait l'autre, on verra ça lors d'une soirée bien arrosée à Cologne. Or, la force de la France par rapport aux autres pays occidentaux et surtout dits européens, c'est sa démographie et qui n'est pas uniquement les immigrés, au nom de Dieu, mais lisez 2 minutes les sources quand même, parce que Or, si on ne garantit pas une stabilité dans la vie des gens, nous perdrons cet avantage. Ça, c'est clair. Ensuite, il faut écouter en effet les entrepreneurs. Nous n'avons pas le droit du travail peut créer une guerre économique interne sur le sol français. Nous avons fait, nous, une très belle conférence très technique avec mon ami Philippe Arondel, économiste et syndicaliste. Je vais vous donner un exemple très simple. Si nous liquidons
vous savez comment fonctionne le droit du travail. Il y a la base légale, et ensuite il y a des accords de branche qui ne peuvent déroger au statut légal que s'ils sont plus favorables aux salariés. Alors, on me dit on va faire de l'expérimentation. Ah ouais? C'est-à-dire que des boîtes françaises vont jouer au moins 10 ans social sur leur propre sol, alors qu'elles sont déjà laminées par la concurrence étrangère? Bravo! Super! Hors du commun. Il faut écouter, en effet, les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, quel est leur problème? Il y a une part, je ne dirais pas de rationalisation, parce qu'à chaque fois qu'on a dit rationalisation administrative, on a fait des formulaires en plus. Il y a une part de confiance administrative à rétablir avec nos entrepreneurs. Ça, c'est vrai. Et ensuite, il ne faut pas prendre les entrepreneurs pour des crétins. Tous ceux qui leur ont, depuis 1983, promis, 83, des baisses d'impôts leur ont menti. Et la droite a souvent plus menti encore que la gauche. Ok? Bon. Il faut voir, évidemment, l'aspect macro, c'est-à-dire l'euro, etc. Ça, on va pas revenir dessus. Pour faire le carnet de commandes, parce que ce qui compte, c'est le carnet de commandes. S'il n'y a pas de boulot, le fait de pouvoir virer le peu de salariés qui vous reste, vous apporte quoi? Bon. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a, en effet, de nouveaux rapports entre l'administration et l'entreprise à avoir. Mais je dirais qu'il y a surtout de nouveaux rapports entre l'entreprise et la banque à avoir. Parce que le vrai problème aussi, c'est l'accès au crédit de nos TPE, PME. C'est que il faut peut-être, disons, respécialiser le droit du travail pour les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire qu'elles aient un droit du travail toujours avec une base légale et des accords de branche, mais peut-être plus centré sur eux et non imposé, parce que grosso modo, une bonne partie du droit du travail est imposée par les canons des grandes entreprises. Alors pour les TPE, PME, c'est plus compliqué de gérer avec ces manières, de gérer de la même manière. Mais au lieu de faire ça intelligemment, et surtout vous faites une loi de haine. La preuve, qui la soutient? Gattaz, l'homme sans cou, qui respire ce qu'il est, quoi. Et lui, c'est le grand problème, c'est que lui, en plus, il n'a pas le droit de parler aux patrons de TPE, PME, parce que pour la plupart, ce sont des créateurs, eux. Il a créé quoi, lui? Il a hérité la boîte de pas. C'est la fameuse promotion EHPAD de Jean Sarkozy, et papa a dit. Or, si vous voulez, il faut, avant tout, s'occuper du problème macroéconomique pour donner le bol d'air nécessaire à l'économie française pour qu'ensuite les partenaires sociaux, qui d'ailleurs nécessitent MEDEF d'abord, parce que MEDEF ne représente rien, et syndicats nécessitent tous les deux d'être totalement réformés pour ensuite faire un dialogue réellement représentatif des Français, mais qui ne se fasse pas en période, si vous voulez, qui ne se fasse pas au moment où la classe moyenne et populaire est au plus bas. Sinon, ça c'est pas de la négociation sociale, c'est du flingue sur la tempe. Et ça c'est de la haine sociale. C'est de la politique de classe. Or la politique de classe, ça se paye d'un point de vue industriel et d'un point de vue de service. Ça se paye par une augmentation de l'absentéisme. Ça se paye par des grèves escargots. C'est-à-dire, vous savez, on est au boulot, hein, mais on travaille lentement. Par des sabotages, etc. Et que c'est normal que le Parti Socialiste soit derrière ce genre de saloperie, parce que comme disait très bien Pascal Lamy, qui connaît bien le coin, pour bien libéraliser, faut être de gauche, la droite a trop honte. Alors, je mettrai le général Desportes à part. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a encore beaucoup de fonctions. Plus
Si vous voulez, lui il était 3 étoiles, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors que tous les autres, sans aucune inaffection pour eux. J'aime beaucoup Didier Tauzin, c'est un ami, tout le monde le sait. Didier Tauzin qui est un grand meneur d'hommes, hein, un des héros de l'opération turquoise, avec le général Lafourcade et le colonel Hogarth. C'est des officiers de légende, particulièrement Jacques Hogarth. Vraiment le terme de légende vivante n'est pas usurpé. Il est normal que les 2S, généraux de 2e section, donc on n'est jamais retraité, mais on est en 2e section, aujourd'hui parlent. Et ils doivent, je pense, s'organiser d'un point de vue territorial. C'est tout à fait normal. Parce que ce sont des hommes qui aiment leur pays. Alors, j'ai vu des tas de gens cracher sur le général Pickman. Le général Pickman, cette histoire, elle est très simple. C'est que le général Pickman s'est rendu compte de ce qu'était Pegida, et que c'était en train d'entacher son combat. Donc il s'est désolidarisé de ces gens-là, il a eu raison. Ensuite, il est évident que l'État français, en faisant arrêter en plus les états de service du personnage, on a en plus laissé ça un petit sous-préfet qui n'aurait pas pu faire l'armée parce que on n'a pas d'uniforme à cette taille-là. Et puis il y a des tailles minimum pour entrer dans l'armée. On a laissé ça un petit gras de papier orwellien, une petite chose, décrété qu'il fallait l'arrêter. Enfin, ridicule. Tout ceci était ridicule. Ça prouve avant tout que le pouvoir socialiste, que déjà l'état d'urgence est du flanc, parce que quand les punks à chiens manifestent, théoriquement, l'état d'urgence c'est pas de manifestation pour tout le monde. Donc ça veut bien dire que c'est la gouvernance idéologique du Parti socialiste et allié aux républicains d'ailleurs, hein, parce que les républicains n'ont rien dit sur les manifs de l'extrême gauche. On est d'accord. Donc voilà, le général Pickman, le général Tauzin, c'est la phase visible de la colère de l'armée. Ensuite, il y a des attaques monstrueuses organisées par les officines du pouvoir et particulièrement par le Canard enchaîné contre des hommes qui eux représentent les intérêts de l'armée au service de la nation. Je pense au général Pinard-Legris et à une association merveilleuse que nos amis peuvent soutenir, qui est l'ASAF, Association de soutien à l'armée française, d'un grand monsieur, le général Pinard-Legris, et qui a été menacé par le cabinet du ministère de la Défense, par l'intermédiaire de cette petite officine de délation qu'est le Canard enchaîné. Voilà. Donc le pouvoir prend peur parce que ces hommes ne sont que la courroie de transmission de la colère de l'armée, et le pouvoir en a peur. A raison d'ailleurs. Ensuite, il a peur de quoi? Il a peur que ces cadres, ces meneurs d'hommes, se mettent au service d'un mouvement national. Parce que eux, l'organisation et la logistique, ils sont béton. Ils n'ont pas peur d'un coup d'état militaire parce qu'ils sont pas totalement neuneux. Ils savent que l'armée est loyaliste en France et qu'il n'y a pas de volonté de coup d'état politique dans l'armée depuis au minimum la fin du Second Empire. Point barre. Donc si vous voulez, c'est tout à fait normal que ces hommes de courage se manifestent maintenant. La France en a besoin. Le pouvoir tentera de les faire taire. Le problème, c'est que la réserve, ils n'y sont plus assujettis. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur le droit de réserve des militaires, le droit de réserve des fonctionnaires, d'un point de vue légal. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais eux, ils sont plus dans la carrière. Ensuite, doivent-ils faire des mouvements? Doivent-ils entrer dans une démarche électoraliste? Ça, la décision leur appartient. J'ai peur que ce soit une perte de temps. Une division supplémentaire. Quand le visage électoral d'un combat est défaillant, on fait autre chose. Moi, je n'en veux pas aux gens qui font des partis parce que pour faire un grand parti central, populaire et national, on en est très loin. Et ça, c'est autant la faute des gros que des petits. Il faut bien comprendre ce qu'est la puissance aujourd'hui. La puissance,
c'est mettre chez nous. C'est ça la puissance au XXIe siècle. Moi, je me rappelle d'un pseudo-journaliste de droite dont la réputation fait qu'il trempe sa plume non dans son sang, parce que, comme tous les siens, c'est quand même quelqu'un d'assez lâche, mais dans le Jack Daniel, à haute dose, et il avait dit, oui, Napoléon, de Gaulle, de toute façon, ils ont rendu la France plus petite géographiquement, donc ils ont fait l'antithèse d'une politique de puissance. Ce qui veut dire que le Bangladesh, c'est un très grand État, devrait être l'un des premiers États mondiaux. Nepal ne l'est pas. L'Indonésie, même si en plus elle a, comme c'est quand même 200 000 îles, ça devrait être hors du non. Non. Ça c'est une définition de la puissance qui est moi avoir plus de terre, moi avoir Gourdin, moi Gong. Et bon, c'est le niveau voilà, de courtoisie quoi. Voilà. Aujourd'hui la puissance, c'est d'avoir les moyens de ne voir aucune ingérence dans ses propres affaires. Est-ce que la France le peut? Oui, bien sûr. La seule chose, c'est que pour exister, il faut vouloir exister. C'est du faire de la volonté dont nous ferons quelque chose. Sinon, rien. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Le Houston Institute, aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi, le Houston Institute. C'est un des très grands think tanks de l'administration américaine, toujours aujourd'hui. Vous savez, à la fin de l'ère gaullienne, quand le général part, le président des États-Unis lui commande un rapport. Qui sera, en Occident, notre principal adversaire? Vous savez comment s'appelle le rapport, qui est remis en 1970? Le rapport s'appelle L'envol de la France. Pour la France avait acquis une telle puissance qu'elle était le concurrent le plus sérieux de l'Amérique au XXIe siècle. Et évidemment la première nation d'Europe. 58-69. Il n'a fallu que 11 ans. Alors vous me direz, la 4ème République c'était la banqueroute, c'était tout ça, mais il y avait quand même une administration qui valait le coup, dans laquelle d'ailleurs les gaullistes pilotaient certains programmes, dont le programme nucléaire. Oui, mais vous savez, faut peu d'hommes. Par contre, faut des hommes bien décidés. Je vous donne un exemple que je donne souvent, qui est l'exemple de la relatinisation des écoles royales. Saint-Louis n'avait plus que 3 latinistes. Et il l'a fait. On s'est déjà sorti de pire que ça. La seule chose, c'est un peu d'organisation, un peu de génie, beaucoup de transpiration. Et la souveraineté. Et la souveraineté, parce que de toute façon, sans la souveraineté, rien ne vaut rien. Bah, c'est justement, malheureusement, c'est ce que je vous disais, la politique d'accumulation de puissance. Je trouve ignoble, ce que le Parlement européen, par exemple, avec le soutien de groupes d'opposition. Je renvoie nos amis à la dernière session parlementaire, aux 2 dernières sessions parlementaires où on a parlé du Venezuela. C'est trouvable sur le site du Parlement européen, et ils seront très surpris des orateurs qui ont appelé l'Union européenne à sanctionner des partisans du président Chavez. Je dois dire que, ayant été présent sur les lieux à ce moment-là, j'étais outré et écœuré. Parce que là, vous verrez ce que c'est que la pensée de droite quand elle est pourrie. Le grand problème, c'est que le Venezuela, et attention, rappelez-vous, quand le président Chavez prend le pouvoir, il est 95% des Vénézuéliens, à peu de choses près, vivent sous le seuil de pauvreté. Je n'aurais pas donné le Venezuela gouverné à mon pire ennemi,
Alors à cette époque-là, on aimait bien le Venezuela. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait une classe comprador pro-américaine. C'est cool, des gens comme nous. Puis il y avait les locteux. Puis c'est bien, on les voyait pas. Et le Venezuela était surtout célèbre pour une chose. Si vous voyez les concours de Miss Monde des années 60 à nos jours, il y a énormément de Vénézuéliennes parce que c'est un pays où il y a de très très belles femmes. Le grand problème, c'est que quand le président Chavez, dont je remets absolument pas en doute l'honnêteté, quand vous avez un peuple aussi pauvre, vous voulez tout lui donner quand vous êtes un vrai patriote. Mais quand vous êtes sous une contrainte extérieure aussi forte, quand le parti de l'opposition est en réalité un parti dans les mains de l'étranger, il y a des centristes latino-américains qui détestaient Chavez et qui détestent les Yankees. Ça existe. Ça existe en Argentine avec des gens qui n'étaient pas pro-Kirchner, etc. Il faut pas dire les péronistes, les bolivaristes et tout le reste c'est des traîtres. C'est pas vrai. Mais au Venezuela, une large part de l'opposition est avec un petit fanion américain dans le dos. Faut quand même le savoir. Les chavistes, d'ailleurs, ont respecté leur défaite électorale. Après, il faut bien comprendre que la constitution vénézuélienne est très inspirée de la constitution française de la Ve République. Et que c'est un régime présidentialisé. Donc la nouvelle administration ne pourra pas revenir sur tout ce qu'a fait le président Chavez. D'ailleurs, ils ne le pourront pas d'un point de vue physique. Quand vous voyez les millions de gens qu'il y avait derrière le cercueil de Chavez, ça mettrait le pays à feu et à sang. Alors vous me direz, quel avenir? Le Venezuela est une victime collatérale de la guerre pétrolière dont nous avons déjà parlé lors de notre précédent entretien. Deuxièmement, quand vous donnez beaucoup, et je peux le comprendre, si vous voulez, c'est pas, on va pas dire Chavez a eu tort. Quand vous avez un peuple aussi pauvre, vous voulez tout lui donner. Le problème, c'est qu'un afflux massif de richesses dans les classes basses et une élévation rapide du niveau de vie, ça fait exploser la criminalité. Je vous l'ai déjà dit lors de notre précédent entretien, surtout quand vous avez une influence de la culture des gangs, qui n'est pas latino-américaine, qui est nord-américaine et qui descend. C'est pas parce qu'il y a des latinos dans les gangs que c'est une culture latino-américaine, les gangs. C'est une culture américaine stricte. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez ce très beau film avec Daniel Day-Lewis et DiCaprio, qui est, c'est le premier film où j'ai pu l'encadrer, qui est Gangs of New York. Donc, il faut bien comprendre que le seul moyen pour le Venezuela, c'est de rester dans une politique non conformiste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ils entrent dans une sorte de verrou libéral et redeviennent ce qu'ils étaient avant avec le fait de mettre les Indiens et les classes pauvres à part, le pays explosera. Ensuite, il faut, d'une manière ou d'une autre, de là demander à la Chine, à la Russie, je n'en sais rien, surtout à la Chine, parce que la Russie donneront pas d'argent, ils en ont. Les sanctions quand même étaient lourdes de ce point de vue-là. Il faut que le Venezuela arrive à se créer une sorte de fonds souverain stratégique. C'est ça qui a manqué à Chavez. C'est-à-dire de se sortir de la gange pétrolière pour entrer dans une politique d'accumulation de puissance. Le pétrole ne sera pas haut avant un certain temps. Mais le Venezuela doit faire des réformes institutionnelles pour pouvoir, à terme, mais ça peut prendre 20 ans, 30 ans, sortir du pétrole. Attention, j'entends sortir, c'est-à-dire avoir des taux raisonnables. Prenez la Russie, le pétrole, c'est 13% du PIB, point barre. L'Algérie, l'exportation de matières premières, c'est 97%. Là, ça pose un autre problème. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, c'est dans les mains de l'élite vénézuélienne, dans les mains du peuple vénézuélien. La seule chose, c'est que la politique d'inclusion sociale des Indiens et des pauvres que le président Chavez a fait, personne ne pourra, sauf à ce qu'il y ait du sang dans la rue, l'inverse.
Oui, il a gagné 2 des principaux États. Il est tout à fait possible. Alors, il est un peu talonné là ces derniers jours, je crois par Ted Cruz, et qui est chose qu'on ne dit jamais assez. Est-ce que c'est que Ted Cruz est la créature de Jeb Bush? Personne n'a vu le lien en France. Bon, très bien. Why not? Et en réalité, Trump risque d'être couronné au Super Tuesday. Vous savez, le grand jeudi où vous avez le plus de primaires des deux côtés. Alors, il y a Trump et il y a Sanders. C'est-à-dire là, on est vraiment dans le réveil du populisme américain, des deux côtés. Hillary Clinton peut encore l'emporter face à Sanders. Pour l'instant, tous les appels d'union des candidats républicains contre Trump se sont heurtés à des murs. Personne ne veut lâcher, y compris les petits candidats. Et l'avance de Trump le rend très difficilement déboulonnable. Alors comment vont-ils avoir la peau de Trump? Il est possible qu'ils le forcent à faire un ticket, ce qui est la procédure habituelle, c'est-à-dire président, vice-président. Et là, vous pouvez annuler les forces. Le cas typique, c'est le pauvre Obama, qui a dû prendre Joe Biden comme vice-président, et Biden, sorte de néoconservateur démocrate, et face au faible qu'est le président Obama, ça suffit largement à enrayer sa deuxième présidence. Très largement. Le problème, c'est que Trump est tellement fort, et comme il paye lui-même une large partie de sa campagne, il peut prendre un petit candidat fréquentable pour faire un ticket. Quelqu'un qui l'est dans les mains. Bon, pas Jeb Bush qui a 2% quand même, mais il pourra pas s'entendre avec Marco Rubio, je le vois pas s'entendre avec Ted Cruz non plus. Ensuite, Trump a une limite. C'est très marrant les spectacles qu'il fait faire le long de ses routes de campagne, où on voit un acteur qui joue Trump et qui fracasse les fameux violeurs mexicains avec des poses à la Dark Vador. Ok. Mais si Trump veut vraiment être un grand président, qu'il n'oublie pas que c'est l'Amérique qui a détruit le Mexique, et pas l'inverse. Sinon, il n'arrivera pas à régler le problème de l'immigration. Ce sur quoi il surfe. Clinton, elle peut encore l'emporter. Si c'est elle face à Trump, ça va être le populisme profond face à l'establishment. Ça c'est clair. Si c'est face à Sanders, là il y aura un problème parce que l'establishment ne sera pas représenté. Et ça, j'ai très très peur de la réaction des forces de l'establishment. Parce qu'imaginez, un homme qui n'a comme donateur de campagne que des syndicats. On peut dire ce qu'on veut de Sanders, mais il touche pas un copec de Wall Street. Je vous rappelle que le premier donateur de la campagne d'Hillary Clinton, jusqu'à l'information, date d'il y a 2 semaines, hein, donc elle a peut-être changé, c'était Citigroup. Au moins, ça avait un mérite, c'était la clarté. Et imaginez, face à ça, un homme dont le principal donateur de campagne est lui-même. Ça, c'est une révolution. Et je pense que l'establishment américain, l'État profond américain, n'entendra pas ça de cette oreille. Sanders, d'un point de vue de politique intérieure, est beaucoup plus dangereux que Trump. Il a un très bon programme, il a des équipes extraordinaires. Moi, j'ai vu les gens qui ont signé pour lui, des gens comme William Black, de la SEC, etc. Wall Street a beaucoup plus à craindre de Sanders que de Trump. Ensuite, je pense que Trump, il n'a pas une vision très claire de ce qu'il entendra faire ni de Wall Street ni du libre-échange, mais il est opposé aux deux. Je le pense sincèrement. La seule chose, c'est que autant Sanders a des équipes, est-ce que Trump les a? On dirait il a l'argent pour les avoir. Donc il les aura peut-être. La seule chose, c'est que toute la presse internationale aujourd'hui veut la peau de Trump. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous avez les vassaux, et particulièrement les vassaux européens, qui s'ingèrent dans la campagne américaine par anti-Trump. Et avec évidemment la presse française qui est le pire du pire.
Alors qu'en plus, les latinos conservateurs aiment bien Trump. Parce qu'il y a une vraie bourgeoisie latino aux États-Unis. Ils ont surclassé les Noirs au niveau de revenus, comme les Asiatiques d'ailleurs. Enfin, les Asiatiques, ils ont surclassé tout le monde, même les WASP, en revenus per capita annuel. Et vous avez des électorats immigrés, je pense particulièrement asiatiques et latinos, très conservateurs, hein, les Coréens, les trucs comme ça, qui aiment beaucoup Trump, d'un côté. Donc, d'en faire uniquement le candidat... Moi, j'ai vu un truc misérable chez Tadei, d'une nana qui avait fait une biographie de Reagan sortie chez Perrin, qui a dit, vous savez, Trump doit perdre parce que c'est le dernier candidat de l'Amérique blanche. Et là, je me suis dit, c'est tout ce qui reste du socialisme français. C'est-à-dire que, en réalité, Trump ne parle pas, il parle aux WASP, bien évidemment, particulièrement. Mais il parle avant tout au peuple américain qu'on a plein les bottes. Et ça, ce peuple américain, il peut être latino dans le sud, il peut être noir, et en avoir plein les bottes. D'un côté, d'en faire uniquement le candidat des WASP, je trouve que c'est un procès très facile, et qui coûtera encore une fois très cher à la presse française. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un très bon signe. Rappelez-vous que la presse française, mis à part Obama, tous les candidats qu'elle a soutenus ont tous été vaincus. À commencer par le beau John Kerry. Donc c'est plutôt bon signe. C'est un bon signe pour Trump d'être, parce que vous connaissez le proverbe. Qui se fait, si vous voulez, qui est soutenu par l'IB finit par tomber. Donc, non, voilà, c'est, je pense que si on s'oriente vers un duel de populisme, là, ça va devenir vraiment passionnant. Vraiment. Oui, l'accord américano-russe, qui a fini par arriver. Donc, là, il y a juste deux problèmes profonds. Premièrement, les Russes voudraient éviter que Bachar el-Assad profite pour forcer son avantage en écrasant totalement ses ennemis, parce qu'ils ont besoin, eux, de faire dégonfler la situation. Les Russes ont besoin de faire dégonfler la situation lentement. Pas qu'ils veuillent qu'elle perdure, mais au contraire, qu'elle se dénoue sans heurts. Ça, c'est le premier point. On a un autre point. L'évolution de la Turquie, qui est de pire en pire. La Turquie veut faire une sorte de corridor humanitaire pour ses mercenaires. C'est embêté pour les armées. Et je rappelle que elle arme en ce moment des légions entières en Libye contre le général Haftar, qui est ce qui reste de Kadhafi, même si c'était brouillé avec Kadhafi, peu importe. Il a le même mode de gestion que Kadhafi. Et que la Turquie tient les islamistes modérés, les fameux modérés qui eux égorgent d'un certain côté. Que l'Occident va les sauver contre l'État islamique, qui eux égorgent de l'autre côté. Et Bernard Lugan l'a très très bien analysé. C'est-à-dire que nous allons retourner foutre le bordel là-bas, et nous allons être les actés de la géopolitique turque. C'est-à-dire que la Turquie va nous utiliser pour installer son gouvernement. N'oubliez jamais que la Turquie était en Libye, avant que les Italiens l'envirent, au début du XXe siècle. Et en réalité, la Turquie est le grand inconnu du dénouement de la crise syrienne. Parce que je pense sincèrement que le bordel qu'elle a mis va revenir en pleine figure du président Erdogan. De là à parler de guerre civile comme certains en ont parlé, n'allons peut-être pas trop vite en besogne, et surtout, ne la souhaitons pas. Parce que, imaginez une Turquie à feu à sang, aux portes de l'Europe, enfin aux portes des différents États européens, alors que les Turcs n'ont plus besoin de visa pour entrer en Europe, et que la nationalité turque est à base linguistique. Imaginez l'État turc failli, avec plus de 100 millions de turcophones du Caucase, qui se précipitent dans les frontières devenues gruyères de l'État failli pour se pointer en Europe. Imaginez que même 5% le fassent. On est déjà à plus de 5 millions de personnes. Alors évitons de souhaiter des choses
quand bien même le président Erdogan est la dernière des ordures, ça peut être bien, il reste un chef d'État souverain, même si c'est un chef d'État qui est aujourd'hui plus que notre adversaire, notre ennemi. La seule chose, c'est que la Turquie doit être, par des politiques de containment, de ce que vous voulez, doit être ramenée à la raison. Mais rien dans cette région, en termes de stabilité, ne se fera sans les Turcs. Ça c'est clair. On peut le regretter, c'est un état de fait. Je dois dire que c'est toujours, pour moi, une émotion non dissimulée. Alors, je vous avais dit que la plupart des pays d'Europe de l'Est constitutionnalisaient une part de leurs droits souverains, leur monnaie, etc., pour échapper à Bruxelles. Et là maintenant, ils font encore mieux. Ils appellent leur peuple. Alors, faisons un petit tour. Évidemment, God Save the Queen, le Brexit. Monsieur Cameron n'a rien obtenu. Et je vais vous dire d'autant plus que ça a été dit à la réunion de présentation du Brexit à la représentation française au Parlement européen. Je vous donne un scoop. Et Cameron n'a rien obtenu. Bon. Ce qui, au passage, en revenant à Londres comme Chamberlain à l'époque, le Premier ministre Cameron a trouvé 2 mauvaises nouvelles d'entrée de jeu. 7 ministres de son cabinet vont faire campagne depuis le gouvernement pour la sortie. Et son principal adversaire, le maire de Londres, au Parti conservateur également. Mais Monsieur Cameron est soutenu dans sa bêtise par l'actuel chef du Parti travailliste. Vous savez, ce brave vieux militant si sympathique. Pourquoi ? Parce que le Parti travailliste est aujourd'hui une vieille dame fragile. Et qu'ils n'ont pas envie qu'elle s'effondre. C'est une grosse bêtise. Parce que qu'est-ce qui tue le travaillisme britannique ? C'est le fantôme de cette momie qu'on a ressortie pour le référendum, Monsieur Anthony Blair. Hein, faites-moi plaisir, Christopher, insérez à côté de moi, pas une photo d'Anthony Blair, mais une photo de la momie des contes de la crypte, puisque aujourd'hui c'est qu'une différence de degré, avec ce qui reste d'Anthony Blair. Et au lieu de faire le procès du blairisme à travers le procès de l'européisme, pour pouvoir repartir du bon pied, le parti travailliste préfère garder sa momie et aller gentiment à la pente de la mort, parce que aujourd'hui, les Britanniques n'en peuvent plus. Alors, l'Union européenne menace directement le peuple anglais de rétorsion économique, ce qui a beaucoup fait rire à la City de Londres. Parce que les grandes banques, à commencer par Barclays, soutiennent que la Grande-Bretagne ne souffrira pas économiquement. Au passage, ce ne sont pas les banques de la City qui financent la campagne pour le maintien de la Grande-Bretagne. Ce sont les banques américaines. Qui avait raison? Encore un coup. Donc le premier argentier de la campagne pour le maintien, c'est Goldman Sachs. Ok. Il y en a beaucoup qui, l'Europe puissance, l'Europe indépendante, grattez-moi, grattez-moi. Hein? Je vais pas m'acharner, hein, faut pas mitrailler des corbillards, c'est mal poli. Mais tout de même. Donc, la campagne pour le Brexit, en plus, si vous voulez, ils ont le peuple britannique, qui est un peuple de grands guerriers, etc., avec tous les défauts qu'ils ont, mais ils ont été menacés par Martin Schulz et Guy Verhofstadt, quoi. Non mais anthropologiquement, vous vous sentiriez pas insulté, vous? Ouais, Guy Verhofstadt, je veux pas être méchant, mais moi, le peu de fois où enfin si, malheureusement, trop de fois encore, où il m'arrive de foutre les pieds dans cette ville qu'est Bruxelles, sur les trottoirs, j'évite de marcher sur Guy Verhofstadt, même du pied de gauche. Donc, ils disent on va faire des rétorsions économiques et on va permettre l'implosion de la Grande-Bretagne, vu que le pseudo-mouvement patriotique écossais est un mouvement européiste. Un peu l'équivalent de nos Talamonies. Je suis pas sûr que ça suffise à détruire la Grande-Bretagne. Et en tout cas,
il est évident que là, au contraire, il y a une sorte de, le peuple anglais est en train de se ressouder politiquement. Quand vous avez les derniers socialisants d'Angleterre, avec les libertariens, et que tous sont pour la sortie, vous vous dites, ce peuple-là en a encore dans les tripes. Il mérite d'être sauvé, il mérite de se sauver. Et surtout, quel superbe exemple, parce que de l'autre côté, vous avez déjà les Tchèques qui disent si ils se barrent, on se barre aussi. C'est génial. Là, je l'aurais rêvé. Les Autrichiens ont fait une sorte de pétition pour leurs États où ils demandent un référendum, et pour l'instant, l'État autrichien fait la sourde oreille. Donc, c'est-à-dire, pour sauver l'Union, il n'y a plus que ça. Le groupe de Visegrad, qui maintenant a commencé par le président Orban, appelle à référendum, en plus avec une question extraordinaire. Acceptez-vous que l'UE impose des citoyens non hongrois malgré l'avis du Parlement hongrois? Enfin, un truc, va chercher le mec qui va voter, oui. Surtout, prends-le en photo, empaille-le, il faut qu'on le garde. Extraordinaire. Extraordinaire, ça flanche de partout. En plus, qui va payer le retrait britannique? C'est là où les nationaux français doivent pas être des cons. Quand on dit oui, mais c'est encore les Français qui vont payer à la place des Britanniques. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est trop cons. Parce que le gouvernement français fait de traître. D'accord, mais c'est pas la faute des Anglais, ça. C'est notre faute à nous. Et surtout, parce que nous n'avons pas pu avoir, pour l'instant, de mouvement radical de libération nationale. Nous n'avons pas l'équivalent de Nigel Farage. C'est ça le problème. Que les intéressés y réfléchissent. Au lieu de se gamberger pour savoir si on va encore faire l'Europe puissance derrière le puits au fond du trou en l'an 3000. À bon entendeur. Et ça, plus les migrants, plus la crise économique qui arrive, plus l'Ukraine qui peut repartir d'un coup. Cool. Popcorn. Je crois le général de Gaulle disait à Perfit lui disait, est-ce que la France existera toujours? Le général répondait, c'est probable. Mais regardez le Portugal. Un lent déclin. Moi, l'effondrement d'un pays comme certains le fantasment, à force de regarder de très belles séries d'ailleurs, comme une de mes préférées que Walking Dead, à ne pas confondre avec les primaires chez les Républicains, parce que on va les confondre avec la nouvelle saison. Parce que Juppé, Sarkozy, si ça c'est pas du mort-vivant, qu'est-ce que c'est? La déchéance d'un pays, ça se fait pas comme un bouton électrique, si vous voulez. Par contre, je crois au tassement lent, c'est-à-dire qu'il y a un moment où une population passe le point de non-retour, en termes d'indépendance technologique, d'indépendance cognitive, de création de ses élites. Je vous donne un exemple, l'Algérie est en train d'être saignée par sa fuite des cerveaux. C'est-à-dire que vous avez 10 000 licenciés qui viennent passer leur Master 2 en France. Bon, je sais même pas si c'est 10 000 ou 100 000. Ah bah, tu feras je le redonnerai le chiffre parce que comme tout est fait de tête, c'est hallucinant. Donc si vous voulez, à un moment, on passe la barre. Mais bon, pour la France, on en est encore loin. Il y a des peuples européens pour qui c'est fini. Oui, fini. Là, vous parlez d'un effondrement d'un pays, mais je pense que la question était plutôt portée vers un effondrement économique global mondialisé. Tout à fait possible. Le système est extrêmement fragile. Alors ensuite, nous avons appris de la crise des années 30. Nous avons appris, D'ailleurs, on peut le regretter, parce que qu'a fait Ben Bernanke? Ben Bernanke a fait sa crise sur les années 30. Il a tout fait pour maintenir le système. Alors on me dit, le salaud, il a maintenu un système pourri. Il a sauvé nos fesses. Le système est pourri, c'est pas lui qui l'a créé. Lui, c'est aux politiques de prendre cette responsabilité. Ils n'ont pas voulu la faire. Lui, il était patron de la plus grande banque centrale au monde. Il a fait en sorte, parce que, je veux dire, ce qu'a voulu faire Ben Bernanke. Ben Bernanke a fait sa thèse sur les années 30. C'est un homme particulièrement brillant. Il a voulu faire une chose. Il a voulu, si il n'injectait pas de la liquidité,
la crise systémique. Arrêtez le fret. Pourquoi? Parce que le commerce de fret se fait à crédit. Et que s'il n'y a plus de confiance dans le crédit, ça veut dire que les routes commerciales seront gelées. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. Ben Bernanke a voulu l'éviter. Ensuite, le système qu'il a fait perdurer est un système pourri. Oui. Qu'est-ce qu'il y peut? Le réformer de lui-même? Depuis quand un homme non élu, etc. Il est patron de banque centrale, hein, il a été nommé. Hein. Il n'est pas là pour réformer les choses, il est là pour éviter l'effondrement. Et il l'a fait. Ensuite, nous avons appris des années 30. Nous avons appris. La seule chose, c'est que l'arme monétaire s'émousse. Ah oui. Maintenant, il va falloir changer de paradigme. Personne ne veut le faire. Personne ne veut le faire parce que les intérêts en jeu sont trop grands. Et là, par contre, oui, ça peut... Parce que c'est simple, le système va se survivre de bulle en bulle, mais les bulles seront de toujours plus fortes, et elles détruiront toujours plus de vies. Jusqu'à la chute finale. Oui, elle est techniquement possible. De là à dire quand, comment, très difficile à dire. Par contre, elle est techniquement faisable. Je ne pense pas parce que la plupart des États ont quand même la couenne plus dure que ce que vous imaginez. Je pense par contre à une paupérisation lourde. C'est simple. Le système va se survivre en augmentant la rareté monétaire pour les populations. C'est-à-dire grosso modo l'appauvrissement général. C'est-à-dire vous allez avoir des parts entières de différents territoires et de différents pays qui vont plonger en quelques mois, en quelques années, pour devenir ce que certains États américains sont aujourd'hui, c'est-à-dire, si vous voulez, des usines de grande pauvreté, les ghettos de l'Ouest, si vous voulez, pas les ghettos, les bidonvilles de l'Ouest, si vous voulez. Ça, c'est possible, oui. Le problème, c'est que généralement, l'effondrement économique d'un pays entraîne une baisse de sa criminalité. Ah oui, c'est normal. Des gens plus pauvres, il y a moins de choses à voler. Donc, si vous voulez, c'est Roffer le disait très bien. À un moment, Roffer, le professeur Roffer, Xavier Roffer, j'avais eu le privilège de l'interroger et je lui demande mais cette crise, etc. Il m'a dit mais qu'elle continue. Qu'elle continue. Parce qu'elle a fait baisser aux États-Unis le taux d'homicide de près entre un tiers et la moitié. Et oui. C'est pour ça que le fantasme du survivalisme violent, j'y crois très modérément. J'y crois très modérément. Ensuite, que les gens soient beaucoup plus prêts à prendre leurs responsabilités de défense vis-à-vis d'eux, de leur communauté, de leur nation, je ne peux qu'être pour. C'est pour ça que... Mais les institutions ont la couenne plus lourde que vous n'imaginez. Ce faisant, faut pas oublier que le survivalisme aux États-Unis vient des rangs radicaux des libéraux. Donc, et en Europe, ce n'est qu'un mouvement d'excroissance américaine, fondamentalement. Et je pense qu'ils font la même erreur. Et en réalité, moi, une partie de leur imaginaire m'effraie, mais je pense surtout que comme les libéraux, comme ils ne croient pas aux structures collectives, ils croient qu'à la survie individuelle, ils font une très grosse erreur. Parce que comme disait magnifiquement Jacques Sapir, la liberté individuelle ne se construit pas individuellement. Entièrement. Entièrement. Le général voyait l'arme référendaire comme le lien du peuple souverain contre le Parlement. Le général de Gaulle était
était pour ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, en réalité ce que De Gaulle appelait la démocratie. Ah oui, oui. Le général de Gaulle n'était pas un amoureux du parlementarisme. Très loin de là. Et il est normal que la population puisse s'auto-saisir de ce qui la regarde. Je ne pose aucun problème là-dessus. Aucun problème. La seule chose, c'est que ça se fasse dans l'esprit de la Ve République, parce que sinon il y aura un rejet institutionnel. C'est-à-dire avec un quorum, pas un quorum très haut, sinon c'est infaisable. Mais par contre, avec des délais assez stricts, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les Français, faut autoriser 2 à 3 référendums d'initiative populaire par an. Ils iront pas plus. Les Français, objectivement, les Français ne veulent pas être plus représentés. Ils veulent une effectivité de la décision publique. Donc, ils n'ont pas envie qu'on les appelle aux urnes tous les 4 matins. Ils ont envie que ça tourne. Mais il n'y a absolument rien, bien au contraire, dans l'esprit de la Ve République par rapport au référendum d'initiative populaire. Au contraire. La seule chose, c'est, attention, c'est pas si facile que ça, hein, le référendum d'initiative populaire, quand on se penche un peu sur le droit suisse. C'est pas si facile que ça. Parce que n'oubliez pas que la Suisse est une confédération. Enfin, confédération. Elle est objectivement une fédération d'un point de vue juridique, aujourd'hui. Parce qu'il y a des tas de choses, enfin, il y a des points, des points cardinaux du fait politique qui ont été mis en commun, comme l'armée, etc. Donc bon, c'est plus une confédération, d'un point de vue strict. C'est pour ça que ceux qui me pensent qu'on va refaire l'Europe sur le modèle suisse sont des escrocs. Ou des incultes. Mais en réalité, souvent des eurocrates déguisés, d'ailleurs. Donc, non, c'est dans l'esprit de la Ve République, mais c'est plus compliqué que vous ne croyez. C'est-à-dire, à quel degré on le met, le référendum d'initiative populaire? Régional, national? Pour certaines régions, il faut faire par exemple, Notre-Dame-des-Landes, il aurait fallu faire un référendum d'initiative locale. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais par contre, je suis désolé, avec des quorums obligatoires. C'est-à-dire, vous n'allez pas voter, amende. Faut aussi responsabiliser les gens. Sinon, ça sert à rien de donner des avancées démocratiques si tout le monde s'en fout. Donc, non, c'est... Au contraire, nous nous en sortirons comme ça. Par contre, une partie de l'élite française va devoir plier bagage. Parce que eux, je vais vous dire ce qu'ils pensent. On fait des référendums d'initiative populaire en France, la peine de mort revient, on sort de l'Union, et on vire les délinquants. Ben, je crois que dans les 3 cas, c'est vrai. À titre personnel, vous imaginez bien que ça m'en bouge une, sans déranger l'autre, disait le grand métaphysicien Chirac. Mais, si. Et prestidigitateur, parce que qu'est-ce qu'il a pris comme pognon, enfin bon. Ils ont raison. Parce qu'ils vont se rendre compte que les peuples veulent survivre, et donc sont intrinsèquement conservateurs. Comme toute chose qui entend se perpétuer dans son être. Toujours dans cette optique de réapprendre la philosophie politique aux gens. Oui, une frontière, ça a un coût. Une membrane cellulaire, qui est l'équivalent de la frontière, c'est exactement l'équivalent de la frontière. Pourquoi? Parce qu'une frontière, c'est pas un mur. Je rappelle encore, c'est une écluse, une frontière. Il y a ce qui entre, il y a ce qui sort. Une membrane cellulaire, c'est pareil. Hein, je vous rappelle ces superbes dessins animés pour enfants qu'on appelait Il était d'une fois la vie. Avec les virus qui essayent d'entrer dans les membranes cellulaires. Les virus qui, je crois que c'est les virus d'ailleurs, avaient exactement la tête de Nicolas Sarkozy dans ce documentaire. Je ne suis pas sûr que ça ait été fait exprès. Ensuite, que Nicolas Sarkozy aimerait beaucoup réentrer dans la membrane de l'État français. Ça, j'entends bien. Ne serait-ce que pour éviter
avoir à s'expliquer avec le juge André Beck. Mais, si vous voulez, une membrane cellulaire gère les entrées-sorties par rapport à l'extérieur. La frontière, c'est pareil. On me dit, oui, mais vous vous rendez compte, si vous sortez de l'Union, on va devoir reconstruire les bâtiments des douaniers, parce qu'on les a tous détruits, reformer les personnels, etc. À peu près 2 ans de travail. Oui, et alors? Oui, mais ça a un coût. L'Union Européenne aussi, ça a un coût de l'ordre de 30 à 50 milliards de pertes nettes par an. Ça peut pas être pire. Si vous voulez, voyez, sortez de la logique comptable d'une partie de la droite. Les profs, ça coûte cher. Oui, les incultes, les analphabètes qui braquent les supérettes, aussi, ça a un coût. L'ignorance, ça a un coût. L'insécurité, ça a un coût. Parce que vous avez le compte droite qui vous dit il y a trop de fonctionnaires, mais vous avez le compte gauche qui dit il y a trop de flics. Et l'insécurité, les flics coûtent moins cher que l'insécurité. Enfin, les flics coûtent plus cher, pardon, que la sécurité. C'est la même bêtise. C'est une bêtise bourgeoise. La frontière, c'est la même chose. La frontière, ça a un coût, oui. Mais surtout, la frontière fait naître la volonté de défense. Je ne le répéterai jamais assez, si le général de Gaulle sort de l'OTAN, c'est pour 2 raisons. Premièrement, parce que la France, qui voulait que l'organisation soit égalitaire par rapport aux armées dont elle était principalement constituée, donc la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont refusé. 1. 2. Quand quelqu'un assure votre propre défense, et quand vous vous défaussez de votre obligation de survie sur lui, ce qui est le cas d'une large partie des pays européens qui sont très très contents d'être dans l'OTAN et qui n'accepteront pas que l'alliance soit dissoute, croyez-moi, eh bien, vous renoncez à vivre. Vous allez disparaître. Tant pis pour vous. Ok ? Eh bien, la frontière fait naître ce sentiment de défense. La frontière a un coût. Oui, faut l'assumer. Vivre, ça a un coût. La vie, ça a un coût. Le vouloir survivre, ça a un coût. Ou alors, on peut laisser tout ouvert. Mais ça aussi, ça a un coût. Parce que, comme disait Deng Xiaoping, et vous apprécierez cette formule en l'imageant par rapport à ce qui entre aujourd'hui par nos frontières, comme disait Deng Xiaoping, grand homme, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Alors, j'aimerais parler je n'ai pas comme initiative, je maintiens mon ami Marc Leroy, la plume à gratter, et tant que les amis de Monsieur Berger ne lui auront pas foutu la paix. Donc, soutenez Marc Leroy, la plume à gratter, soutenez-le. Soutenez-le parce que ce sont des épreuves très dures. J'ai tellement d'amis qui sont passés à la 17e chambre correctionnelle que, même si j'espère que ce sera classé sans suite, malheureusement, comment s'appelle-t-il, ce grand homme spécialiste de l'industrie du luxe et socialiste militant, Monsieur Berger. Monsieur Berger a beaucoup de talent, du nom de l'ancienne monnaie égyptienne, le talent d'or. Donc, et comme aujourd'hui, la justice d'une catin pas cher, j'ai peur que ça aille jusqu'au bout. Ensuite, il y a un ouvrage dont je voudrais absolument parler. On fera une beaucoup plus longue rubrique livre la prochaine fois, mais je voudrais vraiment parler de cet ouvrage-là. De Gérard Cognot. Théologie de la provocation. Cause et enjeu du principe totalitaire. Qui était en conférence au Cercle Aristote le lundi qui a précédé cet enregistrement, c'est ça? Tout à fait. Préface de Michel Onfray. Alors, cet ouvrage a mis très longtemps à parvenir jusqu'à moi, parce qu'il m'avait été envoyé à une mauvaise adresse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ouvrant, je regarde et je fais bon.
préface d'Onfray, moi, ça m'intéresse toujours. Et surtout parce qu'Onfray, comme vous le savez, pour l'instant en cure de silence médiatique. Il va revenir, hein, vous inquiétez pas, mais il veut plus parler aux journalistes français, il les trouve trop cons. Comment lui donner tort? Et la préface d'Onfray est très bien, et je me suis dit, si Onfray est sorti de sa cure, pour ce bouquin-là, il doit en valoir le coup. Eh ben, mon Dieu, heureusement que je l'ai ouvert. Je le dis sincèrement, c'est l'ouvrage. Quand on fera le bilan de cette année, lors d'un entretien quelconque, je ferai le bilan de l'année 2016 d'un point de vue culturel. D'ailleurs, je pense, je vais déflorer une initiative tout de suite, après vous avoir présenté cet ouvrage. Je pense que c'est l'un des grands ouvrages de cette année. Attendez, il y a le Arnaud Imats qui sort en juin. Attention, cette année il y a de la concurrence. Enfin, vous me direz l'année dernière aussi. Le problème c'est que Juvin c'est quand même hors concours, quoi. Génie littéraire, génie stratégique, bon. Et puis attendez, cette année il y a le Sapir dont nous parlerons très longuement la prochaine fois. Donc attention, cette année il y a de grands boxeurs sur le ring. Attention. Bon, certes. Il y a aussi l'état fort d'Alain Juppé. Et puis il y a J'ai changé, tome 2, en préparation de Nicolas Sarkozy. Et également François Fillon qui a fait J'ai changé plus que toi, sous-titré plus que toi, mais à qui s'adresse le sous-titre? Très difficile. Qui est Gérard Cognot? Gérard Cognot est un spécialiste et traducteur à l'âge d'homme, qui était traducteur à l'âge d'homme, la grande maison des écrivains de l'Est, du temps où Dimitri était grand Dimitri, qui était le patron de l'âge d'homme, qui a fait Solzhenitsyn, qui a fait tout ça, bon, qui est mort il y a 2 ans, 3 ans d'un accident de voiture, un homme extraordinaire, un grand passeur entre l'Est et la France. Et Cognot était un de ses traducteurs. C'est un grand spécialiste de la civilisation russe et des pays d'Europe de l'Est. Il a été traducteur de grands écrivains polonais, russes, etc. Donc si vous voulez, c'est un spécialiste des géants de l'Est. Chevtov, Berdyaev. Je vais vous dire pourquoi cet ouvrage m'a touché. Pour 3 raisons. J'en rajouter d'abord une première, une quatrième, mais qui est totalement personnelle. C'est l'un des hommes les plus gentils que j'ai rencontrés. Et surtout, lui, il a vécu la censure universitaire française. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu en Europe de l'Est communiste. Et il a détesté le communisme. Mais quand il est venu à l'Ouest, il a compris que le communisme, ça n'avait pas que des défauts. En tout cas, anthropologiquement. Je suis désolé, mais anthropologiquement, une partie des pays d'Europe de l'Est sont moins décadents que certains pays d'Europe de l'Ouest. Désolé. Parce que ils ont été purgés par le communisme, mais alors ils ont été blanchis au sens de la chaux qu'on met sur les cadavres et qui les blanchit. Ils ont été blanchis par le libéralisme. Or, pour comprendre le principe totalitaire vu par ces géants de l'Est, ça c'est le premier aspect de Cognot. C'est qu'il a réellement une théorie du totalitarisme originale, avec l'idée du tiers inclus, c'est-à-dire, prenez la relation qui est entre vous et moi, Christopher. Dans un régime totalitaire, il y aurait vous, moi, mais il y a aussi quelque chose d'autre. La doxa. Vous savez, cet ensemble d'idées qu'on nous met dans la tête, que nous n'osons pas en privé, même en privé, violer de peur de choquer, l'antiracisme, tout ça par exemple, aujourd'hui. Et en réalité, ça fausse notre rapport aux autres. Parce qu'on se dit, on est perpétuellement surveillé. C'est pour ça que nous essayons, quand nous rencontrons des gens qui nous sont sympathiques, et nos auditeurs vont reconnaître ce que je vais dire, vont se reconnaître. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, d'un point de vue intellectuel, on essaye de le tester pour voir si on s'est pas trompé. Alors généralement, on lui dit,
Qu'est-ce que tu penses d'Onfray? Qu'est-ce que tu penses de Zemmour? Et là, on peut tout de suite voir qui est la personne qui est en face de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous essayons de sortir du tir inclus. Donc c'est premièrement une théorie originale. Deuxièmement, c'est un livre de haute culture. Si vous voulez comprendre cette pensée de l'Est, qui a été gelée par le communisme, j'entends bien, mais qui a été blanchie, je le rappelle encore, par le libéralisme. Parce que c'est drôle, maintenant qu'on est réunifié, qu'on est de retour à l'Europe, tant qu'on est dans les mots qui veulent rien dire, d'avant 1917, pourquoi on ne parle pas de ces géants de l'Est? Pourquoi? C'est vrai, on nous en parle pas. Hein. Pourquoi? Vous trouverez la réponse là-dedans. Parce que Konyo était un ami de Zinoviev, le grand dissident soviétique. Alors, Zinoviev est mort où? À Moscou. Solzhenitsyn est mort où? En Russie. Pourquoi ils sont pas morts à l'Ouest? Solzhenitsyn a préféré partir de l'Occident parce que pour lui l'Occident était totalitaire. Zinoviev, son dernier acte est de faire publier dans le Figaro un texte qui dit pourquoi je rentre en Russie. Si vous voulez comprendre ça, si vous voulez comprendre toute cette intelligentsia brillante à laquelle on ne veut pas que vous ayez trop accès parce que, certes, elle est de souffle orthodoxe, voire de souffle catholique pour ce qui est des intellectuels polonais, et elle est pleine de foi. Ça y est, c'est une chose. Mais c'est pas ça qu'on veut vous empêcher de connaître. On veut vous empêcher de connaître le vis-à-vis occidental. De gens qui ont vécu le totalitarisme soviétique. Donc, qui théoriquement devraient être à quatre pattes devant nos lumières et tralala, très bien expliqué d'ailleurs dans cet ouvrage magnifique et le génie du judaïsme qui est sorti récemment de Bernard-Henri Lévy. Sur lequel nous reviendrons parce que c'est un ouvrage qui va poser un très gros problème de trouble à l'ordre public. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comment des hommes qui ont vécu l'enfer, vu que pour l'Occident, le communisme c'était l'enfer, on est d'accord. Comment se fait-il que ces gens nous regardent si sévèrement? Et c'est grâce au grand passeur qu'est Gérard Cognot, que tout ce savoir-là, vous l'avez maintenant à disposition et vous devez vous en saisir. Troisième point, l'extraordinaire courage intellectuel qu'il faut pour oser, pas uniquement critiquer le droit de l'hommisme, etc., ce que nous faisons tous, mais pour oser remettre en perspective le XXe siècle. Pour oser se rendre compte que, en réalité, trois grands systèmes totalitaires, dont nous n'avons été que le dernier, se sont affrontés et que deux sont tombés sous les mains du troisième. Et ça, c'est une vision dérangeante, certes, mais ô combien nécessaire, car nous allons devoir, d'un moment ou à un autre, nous rendre compte, comme ce qui était dit dans Les Possédés de Dostoïevski, je suis passé de la liberté illimitée au despotisme absolu. Et c'est cet écho des géants de l'Est qui est si rare d'entendre ici, que vous trouverez dans ce très bel ouvrage, Gérard Cognot, Théologie de la provocation, édition des Syrtes. Et justement, parlons d'une initiative que je suis en train de préparer, et ceux qui veulent nous y aider, là je parle aux organisations. Je pense qu'il est grand temps de créer en effet un prix littéraire. Et parce que les prix littéraires sont vérolés, on le sait, et je pense qu'il est grand temps, à la fois, j'en parlais avec un avocat, quelqu'un de très brillant, très gentil, qui voulait que je fasse venir certains de ses amis en conférence, sont d'ailleurs des gens très bien et qui viendront s'ils le veulent avec grand plaisir.
Et je m'en suis rendu compte, c'est qu'il est peut-être temps que l'intelligentsia libre, d'où qu'elle vienne, ait à la fois son propre prix littéraire. Alors vous me direz, il y a le prix des intellectuels de droite qui je crois s'appelle le prix Zemmour l'a eu, ils sont Millet l'a eu, non, ça s'appelle le prix de pas le prix de l'homme en trop, ça justement c'est Zinoviev, mais le le prix de l'homme libre ou un truc comme ça, Sevilla l'a eu, mais bon c'est quand même l'intelligentsia de droite. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être grand temps de faire quelque chose de plus large, et peut-être qu'il est grand temps de faire aussi, ça par contre dans beaucoup plus longtemps, un salon littéraire transcourant, mais transcourant, c'est-à-dire où des hommes de bien puissent se parler à leur public. Voilà, donc voilà, c'était les deux initiatives culturelles que je voulais voir avec vous. Et on a terminé. Donc, merci Pierre-Hugues Jérôme pour cet entretien. Pour nos auditeurs, rendez-vous le mois prochain pour un prochain entretien, avec cette fois une rubrique livre plus développée. Et pour les patriotes éclairés, rendez-vous tout de suite sur le site pour la question bonus qui sera consacrée à la présence musulmane apparemment croissante dans l'armée de terre. Merci à vous et à bientôt.